Lors de la dernière élection législative, une grande dame, oui, oui, je pèse mes mots, que j'ai beaucoup suivie à l'époque quand j'étais un peu plus jeune et à la rubrique politique au ministère de la Jeunesse et des Sports, a annoncé son départ de la députation. Voilà. Alors tout de suite, aux Amis de l'UMA, avec Aurélien notamment, il se marre là-bas derrière. On s'est dit aux Amis de l'UMA, cette année, c'est pas possible. Marie-Georges Buffet doit être là, elle est là. Marie-Georges Buffet. Donc maintenant on dit députée honoraire. Bon, ancienne députée, je sais pas comment. Qu'est-ce que tu préfères? Députée honoraire, ancienne députée, on s'en fout. Ouais, on s'en fout complètement. Voilà. Juste une anecdote, mais on va aller vite parce qu'ils vont avoir qu'une heure devant elle, puisqu'il y a 2 invitées féminines. Moi, je connais bien la question du sport. Hein. Je la connais encore aujourd'hui parce que je continue de faire le Tour de France, etc. Je connais beaucoup de sportifs et des cadres sportifs, etc. À chaque fois qu'on me parle de Marie-Georges Buffet, c'est toujours pour me dire ça a été la plus grande ministre de l'histoire. Bah, c'est la vérité. Mais non, mais Marie-Georges, c'est pas parce que c'est toi. Sur le dernier Tour de France, je l'ai entendu encore 5-6 fois. C'est spontané. Bon, bref, voilà. Alors on s'est dit, comment on fait avec Marie-Georges? On l'a fait venir toute seule, elle n'était pas très désireuse, hein. On va pas se mentir. Voilà, on a eu un petit échange, Aurélien a eu un petit échange avec Marie-Georges. Et puis on s'est dit, allons-y, poussons le bouchon. Marie-Georges quitte l'Assemblée nationale. Et bien voilà. Marie-Charlotte Garin, députée et Europe Écologie Les Verts du Rhône. Enchantée, on est très honorés de t'avoir parmi nous. Je cède la parole à Aurélien Souchère, journaliste à l'Humanité et secrétaire national adjoint des Amis. Bonjour tout le monde. Moi, Jed a tout dit, donc on va démarrer tout de suite. Donc on a voulu faire cette rencontre entre Marie-Georges et Marie-Charlotte, 2 générations de femmes politiques, une qui vient de quitter l'Assemblée, une qui arrive, parce que Marie-Charlotte, vous êtes une des benjamines de l'Assemblée. Et l'idée, c'était de dialoguer là-dessus. Pour commencer, Marie-Georges, donc Jed l'a dit, tu as été ministre des Sports, secrétaire national du PCF et élu local auparavant. On voulait te demander, pour commencer, d'où vient ton engagement? Je crois que ça remonte à l'enfance, à la situation de ta famille. Est-ce que tu peux nous raconter? Mais d'abord, bonjour à toutes et à tous. J'étais en terminale en 1968. Alors, pour les plus jeunes, c'est un souvenir historique, mais c'est le plus grand mouvement étudiant, la répression contre ce mouvement étudiant, et puis un énorme mouvement ouvrier qui permet d'arracher des acquis sociaux considérables. Et moi, je suis en terminale, donc je mets mon premier geste politique, j'ai mis en grève ma classe de philo, ce qui n'a pas plu beaucoup à la proviseure du lycée, qui nous a demandé de rattacher nos blouses et de nous tenir tranquilles. Mais à la rentrée en fac, j'ai beaucoup réfléchi, il y avait beaucoup de groupes politiques qui se manifestaient devant les facultés, etc. Et ce qui me rapprochait le plus d'un engagement vers le Parti communiste, c'était le combat pour la justice sociale. Parce que moi, j'ai connu les coupures d'eau, les coupures d'électricité, et ma mère qui expliquait que c'était dans le quartier, il y avait des coupures généralisées dans le quartier. Donc voilà. Donc c'était la justice sociale. Et puis, c'était la guerre au Vietnam, le napalm et tout ça, et les grandes manifestations, les grandes mobilisations pour la paix au Vietnam. Et je ne connaissais aucun communiste, donc j'ai envoyé un courrier au siège du parti, j'avais trouvé l'adresse, et je me rappelle que j'avais eu une réponse, et je me suis pointée devant une vente de l'HD, de l'Humanité Dimanche, en disant aux gens qui étaient là, voilà, j'ai adhéré, j'ai la réponse. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ma première cellule. Mais souvent, je pense à cette période avec ce grand mouvement étudiant, et je pense aux étudiantes et aux étudiants aujourd'hui, et à parfois les difficultés sociales extrêmement fortes que connaît toute cette partie de la jeunesse, mais aussi des jeunes précaires, etc. Et une des dernières propositions de loi que j'ai déposées à l'Assemblée, c'était une proposition de loi pour les revenus étudiants, pour que chaque jeune homme, jeune fille puisse avoir un revenu ne dépendant pas des ressources de ses parents, lui permettant de poursuivre ses études, lui permettant d'aller vers un métier qu'il aura choisi, qu'elle aura choisi, etc. Et je pense que c'est un combat de 68, mais c'est un combat profondément d'actualité, donner à chaque jeune les moyens d'étudier. Et on a besoin, tout à l'heure on écoutait ce grand scientifique,
notre pays a besoin d'hommes et de femmes considérablement formés, apportant leurs connaissances, leurs compétences. Et pour ça, il faut donner à chaque môme les moyens de poursuivre ses études. Et élu de la Seine-Saint-Denis, je peux vous dire qu'un revenu étudiant en Seine-Saint-Denis, tout ce potentiel de la jeunesse de Seine-Saint-Denis, ça pourrait exploser et faire autant d'hommes et de femmes qui apporteraient demain beaucoup à notre pays. Merci. Alors Marie-Charlotte Garin, tu as commencé ta carrière au sein de l'ONG Handicap International en 2018 avant de devenir directrice de cabinet de la maire du 5e arrondissement de Lyon, puis d'être élue députée écologiste cette année. Il y a plein de jeunes militants écologistes qui racontent que leur engagement s'est forgé en partie parce qu'enfant, ils regardaient des documentaires animaliers qui annonçaient la disparition des espèces. Toi, comment s'est forgé ton engagement politique ? Bonjour à tous et à toutes, et à nouveau je redis mon plaisir d'être là, d'être invitée à la Fête de l'Humanité et d'avoir la chance de pouvoir dialoguer avec Marie-Georges. C'est vraiment un honneur, même si je sais que tu n'aimes pas qu'on dise des trucs très flatteurs. Enfin, merci beaucoup. Moi, je crois qu'en filigrane de mon engagement et de ma vie de manière générale, il y a toujours eu la notion de service, et ça a été un peu modulé au fil des temps et des années et des intérêts. Mais quand j'étais étudiante, j'étais engagée dans des associations de solidarité, donc je faisais des maraudes, on organisait les collectes alimentaires, vestimentaires, produits d'hygiène pour les jeunes femmes, etc. Et j'étais au maximum de mes petits pas individuels. Et il se trouve que quand j'ai fini mes études, il y a un ministre qui a démissionné en disant que les petits pas, ça suffisait plus. Et je crois que moi, je suis arrivée à ce même constat. Et peut-être que nous, on n'a pas eu... mai 68, on n'a pas eu peut-être des combats très structurants, mais comme lame de fond, notre évolution à nous, finalement, c'est peut-être l'inaction climatique. Et donc non, c'était pas des documentaires animaliers, même si je me souviens de la première opération de nettoyons la nature que j'ai faite en primaire. Il y a peut-être des gens de ma génération qui ont fait la même chose à l'école, mais nous, on a été sensibilisés au tri des déchets, etc., mais toujours dans cette logique des petits pas. Donc moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, on a besoin d'organisation collective, on a besoin de se structurer, on a besoin d'avancer politiquement pour aller cranter des victoires, puisque manifestement, personne, en tout cas au gouvernement, ne prend la mesure de l'urgence face à laquelle on est. Et donc, je suis arrivée à Lyon, je suis arrivée sur Handicap International, et là, j'avais la chance de travailler sur un projet de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes en situation de handicap. Et donc pendant toute cette période de ma vie, on dirait que ça a duré 5 ans, mais pas du tout. Mais en tout cas, pendant cette courte période, en gros, mon métier, c'était basé sur un de mes piliers de valeur, qui est le féminisme. Et après, j'avais mon activité militante écologiste. Et il se trouve qu'à Lyon, vous l'avez remarqué, les écologistes ont gagné aux élections municipales. Et nous, pendant cette campagne, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Vraiment une expérience de la démocratie locale très très forte, avec de la sociocratie, des élections sans candidat, un programme validé à 200 en assemblée générale, enfin des choses vraiment très belles et avec un collectif puissant. Et moi, je me suis dit, OK, en fait, plutôt que d'aller travailler à l'étranger, en ONG, etc., je crois que localement, moi, j'ai envie d'accompagner ce projet-là. Donc, je me suis mise à travailler avec les élus écologistes. Puis une campagne, 2 campagnes, 3 campagnes. Je suis devenue effectivement directrice de cabinet de la maire d'arrondissement du 5e. Et j'insiste sur la place des femmes dans certains parcours, parce que moi, du coup, c'est une femme qui s'est dit que moi, à 25 ans, elle pouvait me donner les clés de la boutique et que je serais capable de faire le travail. Moi, quand elle m'a proposé ça, j'ai paniqué pendant une semaine. Je me suis dit, mais je suis trop jeune pour être directrice de cabinet. Et en fait, à un moment donné, on se dit, s'il y a des aînés qui nous font confiance, on essaye et on verra bien. Et après, il y a eu les élections législatives, et à nouveau, c'est des aînés qui m'ont dit, en fait, tu pourrais y aller. Bon, j'ai paniqué pendant une semaine aussi, mais et c'est là où j'insiste vraiment sur l'importance aussi de la sororité, de la bienveillance dans nos manières de faire de la politique. Et moi, j'ai bénéficié du fait qu'il y a d'autres personnes avant moi qui m'ont tendu la main et qui m'ont dit « ton âge, c'est pas un souci, on croit en tes compétences, tu peux y aller ». Donc pour les législatives, il y avait un territoire que je connaissais parce que j'y avais fait plusieurs campagnes, des militants que je connaissais. Je me suis dit, on manque de jeunes, on manque de femmes, pourquoi pas. Et j'avais passé beaucoup de temps au sein de la commission féminisme de ELV, dont j'étais la co-responsable jusqu'à maintenant, à former des femmes, en fait, ou à organiser des formations pour leur montrer qu'elles étaient légitimes, qu'elles devaient prendre leur place en politique. Et il y a un moment donné où j'ai été confrontée au fait de... Je ne peux pas vendre ça à toutes les militantes, toutes les femmes autour de moi, et puis finalement, quand c'est mon tour, je me défile parce que j'ai peur. Mais après, j'insiste, pour toutes les
les personnes qui peut-être sont amenées à avoir un engagement politique dans cette salle, c'est ok d'avoir peur. On a tous eu peur, je pense, à un moment donné dans nos engagements, mais il faut faire confiance au collectif aussi pour nous pousser, nous porter et nous soutenir dans nos engagements. Et ça fait qu'on peut effectivement devenir député de Lyon, parmi les 4 députés de Lyon à l'âge de 26 ans, et essayer de faire du bon travail avec un très chouette collectif derrière. Oui, Marie-Georges, tu as été la première dirigeante du PCF, première secrétaire nationale du PCF femme. Je ne me suis jamais posé la question si tu avais été la première femme ministre des Sports. Je serais même... Il y en a eu d'autres avant. Ah bah oui. Et je voulais te poser cette question. Donc, tu as été aussi adjointe au maire de Châtenay-Malabry à partir de 1977. Et petit à petit, tu as monté différents échelons. Tu as fait une carrière riche, longue, de 68 jusqu'à nos jours. Je voulais te demander quel est ton ressenti sur l'évolution de la place des femmes en politique au long de ces années. D'abord, une remarque par rapport à ce que tu disais, Marie-Charlotte, d'avoir des doutes, d'avoir peur quand on vous confie une nouvelle responsabilité, c'est pas un défaut. Je dirais même que c'est une qualité. Parce que moi, des bonhommes qui prennent la parole, qui pensent que tout ce qu'ils vont dire va être génial à l'avance, j'en ai entendu beaucoup. Donc il faut parfois mieux travailler les dossiers, réfléchir, concerter avec d'autres. Et puis même si on est un peu stressé, parfois on dit des choses plus riches que si on y va comme ça. Oui, on a marqué des points, les femmes, on a marqué des points par notre combat. Il a tout fallu aller chercher. Il a fallu que les femmes entrent en résistance contre le nazisme pour qu'enfin on leur donne le droit de vote et le fait d'être éligibles. Il a fallu qu'elles se battent pour obtenir le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari, le droit d'ouvrir un compte sans l'autorisation de leur mari. On est dans les années 70, on n'est pas au Moyen-Âge, en France. Et puis il a fallu qu'elles se battent, et ça a été un combat très difficile, pour la maîtrise de leur corps, avec la contraception, avec l'IVG. Et parfois, notre parti n'a pas eu un positionnement correspondant à ces aspirations féminines. On avait une très grande commission pour les droits des femmes, les droits des travailleuses, pour l'égalité des salaires hommes-femmes, mais on était réticents à la contraception pendant toute une période. On était réticents à la notion de féminisme parce qu'on se disait le socialisme va régler les inégalités entre les hommes et les femmes, donc pourquoi les femmes auraient besoin d'un combat spécifique? Et puis dans les années 70, le parti a évolué, a travaillé avec ses adhérentes, ses adhérents, etc. Et nous avons rejoint le combat féministe, nous avons été de toutes les grandes manifestations féministes, mais il a fallu qu'on ait ce temps de réflexion, de travail pour aller vers le féminisme. Alors on a marqué des points, y compris en politique. Moi je le vois, je suis élue depuis 1997. À l'Assemblée nationale, des réflexions machistes étaient courantes. Bravo d'être venu à l'Assemblée le premier jour avec la même robe que Cécile Duflot, qui s'était fait siffler alors qu'elle était ministre, qu'elle était arrivée avec une robe avec des fleurs, etc. Mais encore récemment, dans le précédent mandat, il y a un député qui n'acceptait pas de dire Madame la Présidente, parce que c'était une femme qui présidait la séance. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Bon, il a fallu il a été sanctionné financièrement. Et puis maintenant, tout sifflement, toute remarque sexiste, on est suffisamment nombreuses maintenant à l'Assemblée pour qu'automatiquement, il y ait une réaction suffisamment forte pour que, hop, ils soient obligés de rentrer leur machisme. Voilà. Mais c'est toujours présent. J'ai assisté à une scène dans le précédent mandat où il y avait une secrétaire d'État qui était au banc des ministres, et il y avait des huluberlus plus à droite de l'hémicycle qui disaient « On veut le ministre !» Au bout d'un moment, moi je me suis levée, j'ai dit « Mais vous avez une ministre. Vous pouvez lui poser les questions, elle est là. » Non, il fallait le ministre qui vienne leur répondre. Vous voyez, c'est toujours latent. Pourquoi c'est toujours latent? Parce que c'est le problème de la mentalité, la domination patriarcale. Il y a encore dans beaucoup trop de têtes, hommes ou femmes, l'idée que oui, il y aurait un sexe supérieur à un autre sexe. Et que bien évidemment, les femmes seraient moins compétentes, moins disponibles que les hommes pour se mêler de la chose publique. Vous savez, l'idée que la femme, c'est le foyer,
et l'homme, c'est la cité. Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, entre guillemets, avait décrit dans un de ses textes le rôle de la femme. Il disait qu'il faut qu'elle soit fille, amante, épouse, mère, et qu'elle s'occupe de ses fils. Voilà. Point. La femme, c'est le foyer. L'homme, c'est la cité. Ben, cette idée, elle est encore extrêmement présente dans les têtes. Bon. Donc je pense que la réforme sur la parité, par exemple, qui a permis qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans les conseils départementaux, régionaux, dans les conseils municipaux, a été une réforme positive. Mais il y a de ça un peu plus d'un an, il y a une loi qui arrive à l'Assemblée nationale pour que la parité s'applique aussi dans les villes de moins de 1000 habitants. Ce qui me paraît logique. Et alors là, allez voir sur le site de l'Assemblée nationale, nous avons eu quand même 4 députés qui ont mené la bagarre pour nous expliquer que ce n'était pas possible. Parce que dans ces villes de moins de 1000 habitants, on ne trouverait pas le nombre de femmes suffisant pour constituer des listes à parité. Et donc, toute cette loi, elle est portée atteinte à la démocratie, parce qu'il n'y aurait pas plusieurs listes, puisqu'on ne trouverait pas les femmes pour s'engager sur ces listes. Bon, heureusement, la loi est passée malgré ces interventions, mais il y a de ça 1 an et demi, vous voyez. Donc, le combat contre la domination patriarcale, il est à mener. La mobilisation est nécessaire partout. Et j'ai envie de dire, encore plus aujourd'hui peut-être qu'il y a quelque temps, parce qu'on assiste à des reculs. Vous avez vu ce qui s'est passé sur l'IVG aux États-Unis, en Europe même, en Pologne, en Hongrie. Et puis, permettez-moi de dire un mot sur une cause qui me tient particulièrement à cœur. Nos sœurs afghanes, qui de nouveau sont murées, chez elles, sous un voile, sont interdites d'éducation. Et un des premiers discours des talibans, ça a été de leur interdire la pratique sportive. Parce que le sport, c'est le rapport au corps. Et donc une femme doit cacher son corps et ne doit pas utiliser son corps, sinon pour le plaisir de l'homme. Donc on a... Vous voyez, il ne faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Plus que jamais, le combat féministe, il faut que les hommes et les femmes le mènent contre toutes les formes de domination patriarcale et toutes les extrêmes religieux qui visent à faire de la femme la tentatrice qu'il faut cacher, etc. Donc nous avons vraiment besoin de nous remobiliser sur ce combat féministe contre toutes les formes de domination. Marie-Georges, tu as parlé des députés qui étaient contre la liste paritaire dans les villes de moins de 1000 habitants. Souvent, il y a des arguments très absurdes dans ces cas-là. Par exemple, quand le droit de vote, la loi sur le droit de vote pour les femmes a été votée, d'ailleurs, le rapporteur, c'est le député de Saint-Denis communiste, Fernand Grenier, qui était rapporteur. Et avant, parce qu'il y a eu des tentatives avant, sous le Front populaire, c'est le Sénat qui s'était opposé. Les arguments, c'était de toute façon, ça ne changera rien puisque les femmes vont voter comme leur mari. Et c'est complètement absurde. En plus, accorder le droit de vote aux femmes, la question n'est pas qu'est-ce que ça va changer en termes de résultat électoral. La question, c'est que chaque femme puisse se prononcer sur son avenir, sur l'avenir de la collectivité, de la société au moment d'un vote. Mais bon, pour revenir sur les tenues, c'est vrai que je crois que c'est dans les années 80 que le pantalon a été autorisé pour les femmes dans l'hémicycle. Ça a mis très très longtemps. Et donc c'était il y a 10 ans quand Cécile Duflot est venue en robe et qu'elle s'est fait huer et siffler. Là-dessus, ça a progressé aujourd'hui. Il y a plein de femmes en robe sans que personne à l'Assemblée, sans que personne réagisse. Il y a quand même eu des polémiques vestimentaires cet été. Notamment au sujet des députés polynésiens. Marine Le Pen s'en est prise à eux en disant qu'ils venaient en tongs, en chemise à fleurs, etc. Comme si c'était une nouveauté. Il faut savoir que dans l'histoire de l'Assemblée nationale, il y a eu des députés en soutane, il y a eu des députés en uniforme militaire, il y a eu des députés en djellaba également, y compris un vice-président de l'Assemblée, le Bachaga Boualam, qui était député d'Algérie française à l'époque. Il y a eu une autre polémique aussi sur les vêtements, puisque c'est Éric Ciotti qui s'en est pris à Louis Boyard, qui disait qu'il y avait une tenue trop relâchée. Et en fait, la question du vêtement, elle est très politique à l'Assemblée. Par exemple, les premiers députés qui sont arrivés en chemise ouvrière, en bleu de travail, ils se sont fait sauter dessus par les huissiers, et les huissiers, ils n'avaient aucun problème à avoir des députés en soutane, en uniforme. Ça disait vraiment quelque chose des rapports de force politiques dans l'hémicycle. Et au sujet de cette robe, pourquoi tu as choisi, donc, Marie-Charlotte, de remettre cette robe 10 ans après, portée par Cécile Duflot, c'était pour montrer que le combat continue? Exactement. Il y avait une idée de transmission parce que du coup moi je suis la plus jeune élue écologiste et que Cécile ça a été
Et c'est toujours, hein, enfin, ça a été une grande dame de l'écologie politique. Et c'était aussi c'est quitte à dire que nos corps sont dissidents, en fait, nos corps de femmes en politique, et autant les utiliser, en gros. Donc, comment est-ce qu'on utilise justement le fait qu'on peut s'habiller différemment, on n'est pas obligé, nous, d'être en costume, enfin, on a un peu plus de choix, on va dire, que les hommes. Et du coup, une fois qu'on part de ce constat-là, quel message on a envie de faire passer ? Moi, j'ai entendu un gouvernement qui nous a dit que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'était la grande cause du quinquennat. Et en fait, la vraie musique que j'ai entendue derrière, c'était du blablabla. Donc, l'idée avec cette robe, c'était aussi d'attirer l'attention là-dessus. Et ça m'a permis, parce que comme ça a fait un peu traîner de poudre médiatiquement, de dire, il est où le milliard que réclament les associations en fait, pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles ? Qu'est-ce qu'on fait avec Monsieur Abad qui est encore au gouvernement, puisqu'à l'époque, c'était le cas. Et c'était ces questions-là, en fait. C'est de se dire comment est-ce qu'on utilise finalement le vêtement politique comme un médium pour porter des combats. Et il se trouve que ça a fonctionné. Bon, on trouve toujours à redire. Hein. Après, je portais des baskets avec, donc ça allait pas. Donc comme quoi, on trouvera toujours quelque chose à redire de toute façon sur l'habit, peu importe à quel point on adapte finalement ce qui sont les codes des dominants. C'est ça qu'on attend de nous, en fait, à l'Assemblée nationale. C'est qu'on s'habille comme la classe dominante, donc c'est-à-dire avec des costumes, un apparat, donc des costumes de qualité, chers, etc., etc. Et il se trouve que là, à gauche, on est rentré en force dans l'hémicycle, et on est toute une tripotée à se dire, en fait, on vient comme on est, parce que c'est aussi ça qu'on représente. Et moi, j'ai refusé de me laisser impressionner par le bâtiment Assemblée nationale, parce qu'en fait, ça n'est que la maison du peuple. Et quelque part, on pourrait être dans un préfabriqué, on ferait le même travail, de la même qualité, et que je sois en basket, tout le monde s'en fiche. Enfin, moi, je préfère venir en basket à l'Assemblée et ne pas être impliquée dans une affaire d'agression sexuelle. Alors, j'estime que je suis plus digne de la République que si je viens en costume, mais que j'ai un casier comme le bras. Mais pour revenir à... Ça a changé, et effectivement, on m'a pas sifflé, et c'est plus un sujet, entre guillemets, de venir en robe. Mais nous, on a encore des députés, effectivement, plus à droite dans l'hémicycle, quand on s'énerve au micro, parce qu'en fait, on a aussi un droit à la colère en tant que femme, qui nous disent qu'il faut qu'on prenne de la tisane, quoi. Donc, oui, t'as raison, ça va me calmer de me dire ça. Et on a aussi des élus à qui on reproche d'avoir une voix trop aiguë. Donc on va dire, elle crie, il faut qu'elle parle moins fort. Mais en fait, c'est pas sa voix qui est trop aiguë, c'est les micros qui sont réglés sur la tonalité des voix masculines, parce qu'on est dans une institution qui a été faite par et pour les hommes. Et ça, il faut pas l'oublier. Enfin, nous, on y est renvoyés au quotidien. Donc ça pose une vraie question de la place des femmes dans les lieux de pouvoir. Et quand tu parlais de la question des listes, etc., et on va pas trouver assez de femmes, mais peut-être qu'on va pas trouver assez de femmes, il faut peut-être qu'on change nos pratiques politiques. Et ça, c'est quelque chose que je nous dis... Enfin, à nous aussi, en fait. À nous aussi, à gauche, il faut qu'on soit vigilant là-dessus, il faut qu'on ait des pratiques politiques qui soient plus inclusives, en fait. Donc, des horaires de réunion sur les temps des enfants, du coup, c'est toujours les hommes qui viennent aux réunions, c'est un sujet. Je ne sais pas si dans vos cercles militants, vous avez beaucoup de femmes avec des enfants en bas âge. Il y a eu, mais on a encore une marge de progression à faire là-dessus. Et moi, j'estime que notre rôle en tant que femme Moi, je suis très libre, je suis très jeune, j'ai pas de contraintes, c'était pas le coût, entre guillemets, sur une vie familiale, il était moins élevé. Mais du coup, ma responsabilité, donc déjà, c'est de donner un modèle de représentation aux jeunes femmes qui pourraient se dire, moi aussi, je peux y aller. Mais c'est aussi, nous, on a un pied dans la porte maintenant. Notre rôle, du coup, c'est de la tenir ouverte et de faire rentrer les sœurs. Et de laisser le plus de monde rentrer après pour qu'en fait, bientôt, là, la parité, elle a reculé sur ce mandat. On est moins nombreuses qu'on l'était au mandat précédent. Donc nous, le but, c'est qu'on soit au moins à égalité. Nous, chez les écolos, on aime bien la parité plus. Donc s'il peut y avoir plus de femmes, peut-être qu'on s'en portera pas plus mal. Mais voilà, on a vraiment ce job de tenir la porte ouverte et d'interroger nos pratiques pour voir comment est-ce qu'on permet à plus de femmes d'entrer en politique. Parce qu'à l'heure actuelle, on est minoritaire. Mais pour des questions de parité, finalement, on partage les responsabilités à 50-50 dans les mouvements et dans les partis. Et c'est les femmes souvent qu'on trouve en burn-out militant. C'est moins les hommes, parce que les femmes portent plus de casquettes. Donc on a vraiment je nous invite tous et toutes à essayer à interroger nos pratiques militantes, parce que la politique, c'est dans les lieux de pouvoir, mais elle commence sur le terrain à la base, pour avoir vraiment des pratiques militantes qui soient le plus inclusives possible, pour permettre à toutes ces femmes très compétentes que vous avez autour de vous de nous rejoindre à l'Assemblée, en fait.
Merci. Je voulais vous poser une question à toutes les deux maintenant sur l'égalité salariale homme-femme. Comment ça se fait qu'on n'y est toujours pas alors que fondamentalement quasiment personne ne s'y oppose? Il y a plein de gens qui s'opposent à la hausse du SMIC et des salaires. Ils expliquent que c'est pas possible, que les entreprises vont pas suivre, que ça va se faire autrement, il n'y a pas besoin de légiférer, etc. Mais il n'y a pas de ministre actuellement qui dit non, en fait, à travail égal, un homme et une femme ne méritent pas salaire égal. Personne ne le dit, en tout cas au gouvernement. Et pourtant, ça n'avance pas. Alors, on a voté au moins, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 lois sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Ça revient d'une façon, voilà, on vote une loi pour améliorer les dispositions concernant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Mais il n'y a rien ensuite, il n'y a pas de moyens qui sont mis pour le suivi et la mise en œuvre de cette loi. C'est-à-dire que les entreprises qui n'appliquent pas les dispositions de la loi ne sont pas inquiétées, ne sont pas, etc. Mais c'est vrai aussi des lois contre les violences faites aux femmes. On en a encore voté une il y a 3-4 ans. Et puis on s'aperçoit qu'il y a encore du mal à ce que les femmes soient bien accueillies dans les commissariats, à ce que les affaires de violence familiale soient prises en compte, qu'elles soient suivies, que les jugements arrivent aussi rapidement. C'est-à-dire, c'est les moyens mis en œuvre pour l'application de ces lois sur l'égalité professionnelle ou contre toutes les violences faites aux femmes. Et c'est là que tu as raison, Marie-Charlotte. On a eu une ministre pendant 5 ans. Il n'y a rien eu. Voilà. Il n'y a pas eu une volonté politique de faire en sorte que ces lois soient réellement appliquées. On a eu une ministre qui n'a rien fait. Si, elle est passée beaucoup dans les médias, elle a beaucoup fait parler d'elle, etc. Mais concrètement, elle n'a rien fait. On n'a pas eu de politique vraiment menée pour l'application de ces lois. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une réelle volonté politique. Et puis, il faut qu'il y ait des mobilisations, je le redis, de nouveau, il faut qu'on ait des grandes manifs pour l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Voilà. Et puis, j'ajoute que pour la participation des femmes dans l'engagement, que ce soit dans la vie associative, syndicale ou politique, pose aussi le problème du partage des travaux domestiques. Parce que si, bien sûr, la femme est en charge de tous les travaux domestiques et de l'éducation des enfants, c'est difficile de dégager du temps pour militer. Voilà. S'il y a partage du temps domestique entre les deux membres du couple, eh bien, l'homme comme la femme peuvent dégager du temps pour avoir un engagement propre. Bon. Donc, je pense que toutes ces questions, il faut les remettre dans le débat politique et faire en sorte qu'on oblige le gouvernement à mettre les moyens pour que ça rentre dans la vie de tous les jours. Je te rejoins beaucoup sur la question de la répartition du travail domestique, parce que l'analyse qu'on peut faire aussi, c'est que finalement, le modèle travail, il a été pensé pour l'homme qui, lui, allait au travail, qui ramenait à manger, qui ramenait la paye. Et en fait, c'était la femme qui était dédiée aux tâches domestiques. Et là, on se retrouve dans une situation où, en termes d'heures, c'est toujours largement sur la femme que ça repose, mais la femme s'est aussi mise à travailler. Donc ça, c'est la question de ce qu'on appelle la double journée, quoi. C'est-à-dire qu'on fait sa journée de travail, puis on revient et on a encore la journée domestique à faire à la maison et toute la charge mentale qui va avec. Moi, j'ai été très choquée d'apprendre que sur les familles monoparentales, qui sont majoritairement tenues par des femmes, dont les femmes sont le parent monoparental, on a une femme sur 3 qui vit sous le seuil de pauvreté en France aujourd'hui. Et je trouve ça complètement effarant. Donc on a des femmes qui, en plus, s'occupent du foyer, sont dans des positions extrêmement précaires. Et quand effectivement on fait des lois, etc., si on n'a pas les moyens de les contrôler derrière, ça ne marche pas. Et si on n'a pas aussi les moyens financiers d'aller, de juste mettre de l'argent, ça ne marche pas non plus derrière. Tu prenais l'exemple des violences sexistes et sexuelles, c'est exactement la même chose. Et le congé parental, moi, j'aimerais qu'on m'explique ce qui justifie qu'aujourd'hui, en France, en 2022, il ne soit pas obligatoire et de durée égale pour les 2 parents. Parce que ça fait partie des facteurs qui font qu'on ne progresse pas, en fait, en termes d'égalité. On sait que les écarts de salaire se creusent beaucoup quand les femmes salariées partent pour des raisons de grossesse.
Et moi, je ne vois aucune justification plausible, politique, économique, tout ce que vous voulez, pour expliquer pourquoi aujourd'hui, en France, on n'a pas cette égalité-là qui permettrait de réduire les écarts de salaire et les écarts de progression aussi en termes de carrière, ce qui est quand même effarant aujourd'hui. Donc on a besoin de plus de moyens, mais on a aussi besoin de travailler autour de la simple question de l'égalité salariale pour créer les conditions d'accès à cette égalité salariale. Marie-Georges, je voulais te demander ce que tu retiens de ton expérience de députée. Tu as siégé essentiellement dans l'opposition. Quand c'était dans la majorité, très vite, tu es devenu ministre. Il y a eu plusieurs périodes. Et le dernier mandat a été marqué par une majorité macroniste pléthorique et très, très, très disciplinée, complètement aux ordres. Enfin, c'est même plus de la discipline, là, complètement aux ordres de l'Élysée. Alors, cette année, les équilibres ont changé. Et il y a une loi que tu as beaucoup soutenue, beaucoup portée, un projet de loi, notamment lors du dernier mandat, c'est la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé. La majorité s'y est sans cesse opposée. Et là, à la faveur d'une majorité relative désormais, Elisabeth Borne a fait un geste en disant cette fois-ci, ça devrait être adopté. Comment tu regardes ces évolutions au Parlement ? D'abord, sur la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, si on y arrive, moi j'applaudis à tout rompre, hein, parce qu'il n'y a pas pire atteinte à la dignité d'un homme ou d'une femme touché par le handicap de lui expliquer que parce que sa conjointe ou son conjoint gagne un peu plus que le SMIC, un peu plus encore, on lui supprime petit à petit son allocation soi-disant d'autonomie. C'est-à-dire que je dépends, parce que je suis personne handicapée, je dépends du bon vouloir de mon conjoint ou de ma conjointe pour pouvoir avoir les moyens de faire ceci, de faire cela, etc. Donc c'est vraiment une atteinte à l'autonomie, à l'indépendance des personnes touchées par le handicap. Donc c'est un combat qui est très important. Ils nous ont sorti tous les arguments possibles et imaginables, parce qu'on l'a quand même défendu 3 fois, hein, durant le dernier mandat, avec d'ailleurs des députés d'autres groupes. Et à la fin, la ministre chargée du handicap avait trouvé cet argument extraordinaire. Elle avait dit, mais vous ne vous rendez pas compte, il faut changer tout le système informatique pour attribuer l'âge. Mais je ne raconte pas des histoires, elle l'a vraiment dit, au sein de l'hémicycle, dans une séance publique. Donc si on y arrive, tant mieux pour les personnes touchées par le handicap, et le plus vite possible, parce que maintenant, elle a fait cette déclaration, mais maintenant on parle de 2023, vous voyez, bon, non, c'est maintenant, là, tout de suite. On va avoir le débat sur le budget. Tu vas pouvoir intervenir sur cette question, sur le budget, notamment concernant le handicap et tout. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de la déconjugalisation. Alors, après ces 5 années, bon, une majorité très aux ordres de l'exécutif, ça c'est clair, tu l'as dit. Mais surtout, quand vous avez, à l'Assemblée nationale, alors qu'un député de gauche prend la parole, des députés macronistes qui crient « Mais vous faites de la politique, on n'est pas ici pour faire de la politique ». Alors là, quand même, vous avez un moment, vous savez, vous avez un moment où vous dites j'ai bien entendu, j'ai bien pigé ce qu'il a dit. Mais oui. Et je me rappelle d'un très beau moment à l'Assemblée où Jean-Luc Mélenchon était à la tribune. Et il faisait un discours sur une intervention assez longue, ça devait être sur une motion de censure, je ne sais plus. Et il y a un député macroniste qui lui dit « Mais c'est de l'idéologie !» Alors Jean-Luc arrête son discours, puis lui dit « Chers collègues, l'idéologie, c'est un ensemble d'idées. C'est ce qui vous manque cruellement. » Et je dois dire que j'ai eu pendant ces années de mandat de député l'occasion de m'affronter à la droite, mais on s'affrontait sur des questions politiques, sur une conception même de la société. Je peux vous dire que les 15 jours que j'ai passés face à Breton et à d'autres députés LR sur le mariage pour tous et toutes, c'était vraiment un affrontement sur une conception des droits des êtres humains et de la société. Mais il y avait confrontation d'idées. Voilà. Hein. Voilà. Et là, vous étiez en face de gens qui vous disaient « Mais non, on n'est pas là pour ça, il faut être pragmatique. »
Voilà, on n'est pas là pour avoir des idées, on est là pour régler des problèmes. Hein, puis plus on va régler les problèmes de façon libérale, mieux ça sera. Voilà. Mais donc il y a eu un abaissement, excusez-moi d'employer cette expression, mais un abaissement du débat politique à l'Assemblée, mais j'ai envie de dire en général. Et j'espère que la nouvelle donne politique suite aux législatives va permettre que le débat politique sur les idées, sur une conception de la société, une vision de la société, va se réanimer. Et je le souhaite, et je pense qu'avec des jeunes députés engagés comme ça va se faire. Parce qu'on parle souvent des crises de la politique, l'abstention et tout, mais peut-être qu'au lieu de toujours culpabiliser les hommes et les femmes, peut-être qu'il faut se poser la question à nous, les politiques. Est-ce que notre discours politique, est-ce que notre débat politique, est-ce que nos projets politiques sont en capacité de mobiliser des hommes et des femmes pour qu'ils aient envie de s'en mêler, pour qu'ils aient envie de s'en mêler par le vote, mais s'en mêler directement. C'est-à-dire qu'il faut aussi interroger la qualité de nos projets politiques, la qualité du débat politique. Et je pense que la Macronie nous a tirés vers le bas, il faut être clair. Bon, et vous vous rappelez quand même les premiers mois du premier mandat Macron. Le mépris affiché vers le peuple. Le jeune qui fait une formation de cuisine et tout, de horticulture, qui dit traverser la rue, vous pouvez faire embaucher dans les restos, dans la gare, ceux qui ne sont rien et ceux qui... Bon, ce mépris affiché qu'on retrouvait dans les rangs des députés macronistes. Cette femme députée qui ose dire, avec le montant des indemnités parlementaires aujourd'hui, qui ose dire avec ma perte de salaire depuis que je suis députée, il a fallu que je retourne à la cave pour ressortir des vêtements. Mais si, elle l'a dit. Elle l'a dit. Donc on est face à quand même des hommes et des femmes très souvent hors sol. Hors sol. Voilà. Donc je pense que la nouvelle représentativité de l'Assemblée, avec ces groupes de gauche et la NUPES et tout ça, ça va redonner du souffle au débat politique, et je pense que ça va redonner envie aux hommes et aux femmes de ce pays de participer à la vie politique par le vote et par leur engagement. Et voilà, c'est une urgence, hein, redonner envie de politique. C'est une urgence si on veut que notre démocratie, elle ne s'étiole pas plus qu'elle n'est aujourd'hui, et qu'au contraire, elle reprenne des couleurs. Et pour ça, permettez-moi de le dire, peut-être que je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, pour ça, surtout, ne blessons pas la NUPES, hein. Faisons-la vivre, faisons-la vivre. Hein. Justement, Marie-Charlotte, on a vu à quel point le Parlement a été abîmé, abaissé pendant 5 ans, et le rôle de député abîmé aussi. Là, c'est en train de changer avec le nouveau rapport de force. Mais quel député tu souhaites être? Qu'est-ce que tu souhaites accomplir en tant qu'élu? Quelle relation aussi aux citoyens? Et est-ce qu'il y a une loi en particulier, un projet de loi que tu as déjà en tête et que tu souhaites défendre dans l'hémicycle? Moi, j'ai évidemment envie de défendre les sujets qui ont été les miens structurellement, on va dire, dans ma petite vie. Donc, il y a la question de la génération climat. Je suis arrivée à la politique par l'urgence climatique. Il y a la question du féminisme et du handicap aussi. Et de manière générale, en fait, comment est-ce qu'on mène toutes les politiques publiques en ayant toujours en tête la personne la plus vulnérable, puisque si on a ça comme boussole, c'est tout le monde qu'on élève finalement derrière. Et moi, j'entends... je suis très touchée, en tout cas, ça fait beaucoup écho tout ce que tu dis sur le fait qu'on a notre responsabilité aussi pour donner envie aux gens de revenir, en fait, à nous, de revenir aux urnes, et finalement pour redorer le blason de la politique, où maintenant, quand on dit on a un petit goût amer dans la bouche, on n'ose pas trop le dire, c'est presque sale, quoi, de faire de la politique aujourd'hui. Peut-être qu'on ne doit pas faire de la politique, mais peut-être qu'on doit être politique. Et finalement... Là, moi, la semaine dernière, j'ai fait une agora de rentrée, parce que pendant ma campagne, on a fait des agoras citoyennes, où on proposait aux habitants, aux militants de venir et de discuter d'un sujet. Et surtout que ça soit dans le dialogue, que ça soit pas uniquement descendant, et que quelque part, les candidats soient même dans une posture d'écoute, pour être là pour recevoir finalement la parole des citoyens, pour ensuite l'utiliser, en faire quelque chose et la défendre par la suite. Et là, c'était mercredi dernier.
Et mercredi dernier, à Lyon, il y a eu un énorme orage. On devait faire ça dehors sur une place. Je me suis dit, bon, on s'est rapatrié dans une salle à côté. Je me suis dit, on va avoir 30 personnes. J'avais accepté qu'on aurait 30 personnes. C'est le jeu. On comprend les gens qui n'ont pas envie de sortir avec la pluie. Et finalement, dans cette salle municipale qu'on a louée en point de repli, on a eu plus d'une centaine de personnes. Et c'était plein à craquer, ça débordait. Il y a des gens qui sont passés mais qui ne se sont pas arrêtés parce qu'en fait, il n'y avait plus de place. Et il y a eu un temps où j'ai expliqué comment s'était passé le début de mandat. Bah, ça, c'est moi. Et ça, c'est comme ça que j'ai fait depuis juin. Et il s'est passé ci, il s'est passé ça. Expliquer un petit peu les dessous, la position du gouvernement qui n'est pas toujours lisible dans les médias parce que c'est forcément le discours dominant qui est repris beaucoup. Donc expliquer un petit peu, ok, là sur l'extrême droite, il y a ça qui n'allait pas du tout, il leur donne beaucoup de tribunes, ça va pas. Et répondre aux questions. On a fait ça une petite partie du temps. Et après, on a formé des petits groupes de travail où les gens ont pu réfléchir en collectif et dire, ok, moi, quelle information j'ai envie de recevoir de ma députée et par quel biais ? Et donc tout ça, ça a travaillé pendant une demi-heure. Les gens ont pu faire remonter leurs préoccupations. Les gens ont pu dire, ok, là il y a des gens qui ont été capables de passer le pas, de se dire, je viens à une agora. Mais les gens à qui on veut parler, ils se disent, bah, en fait une agora, c'est un truc politique, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Donc il y a un petit groupe de travail qui a réfléchi à, ok, comment on va toucher les gens qui ne viennent pas, qui sont pas capables de passer ce premier pas parce qu'en fait ils sont désintéressés, parce qu'ils ont perdu confiance, etc., etc. Et ça a été très joyeux, et les rendus de ces groupes, ça va vraiment nourrir la manière dont on va construire le mandat au niveau local. Et tout ça pour dire que, finalement, dans l'hémicycle, peut-être qu'on aura tout le temps des bâtons dans les roues. Et peut-être qu'il n'y aura pas de loi Garin. Parce qu'en fait, quand ils ont décidé que ça passait pas, ça passe pas, quelque part. La hache, c'est aussi passé parce que la mobilisation du côté de la société civile est montée suffisamment pour que dans l'opinion publique, ce soit inentendable. Parce qu'en fait, c'est une honte que ça ait été refusé autant de fois. C'est grâce à la mobilisation à l'extérieur de l'hémicycle que c'est passé. Moi, mon but en tant que député, sur ma circonscription, c'est de recréer de la confiance, c'est de recréer de la transparence, de dire le mandat, on le vit comme ça et il n'y a pas de sujet tabou. Et parfois, on se trompe, et parfois, on ne sait pas, et c'est OK parce qu'en fait, on est des êtres humains et on sort de ce truc très viriliste de j'ai tout le temps raison, c'est comme ça et pas autrement. On est OK avec l'erreur et en fait, moi, j'apprends. Enfin, moi, j'arrive avec toute l'humilité de mes 27 ans maintenant, j'apprends et c'est comme ça. Et j'ai eu un homme mercredi qui est venu me voir, que j'avais croisé à une commémoration et je lui avais juste dit, il me demandait s'il allait avoir une réunion publique, je lui ai dit, bah oui, mercredi, 19h, place Guichard, Agora. Ce monsieur, il est venu me voir à l'Agora pour me dire, bon, Madame Garin, je suis désolée, j'avais prévu de venir avec ma femme, mais elle est hospitalisée, du coup, je suis juste venue vous dire bonjour. Et j'ai pas voté pour vous, hein, mais je reviendrai à la prochaine. Et là, moi, je me suis dit, si on a des gens comme ça qui n'ont pas voté, mais qui viennent parce qu'ils trouvent que ce qu'on propose, c'est intéressant, si on arrive à amplifier cette dynamique, à amplifier ce phénomène, bah là, on est en train de gagner quelque chose. Et là, on est en train de changer le rapport qu'ont les Français et les Françaises à la vie politique et à la place que eux, ils doivent prendre dans le débat public aujourd'hui. Marie-Georges, on l'a dit, tu as été ministre des Sports, notamment en 98, première victoire en Coupe du Monde de football de l'équipe de France. Forcément, on a envie de t'interroger sur une autre Coupe du Monde de football qui arrive cette année dans quelques mois au Qatar. Je voulais te demander ce que tu penses de ce sport, le football, qui est à la fois le plus populaire, qui déchaîne les passions, et aussi le plus victime des dérives du fric roi. Et qu'est-ce que tu penses du fait d'organiser une Coupe du Monde au Qatar, ce qui constitue... la réponse est un peu dans la question. Une hérésie écologique, sociale et même en termes de défense du sport pour les hommes et pour les femmes. C'est une hérésie, cette Coupe du Monde au Qatar, pour des raisons climatiques. Pour des raisons climatiques. On a construit des stades qu'on va être obligé d'aérer, de climatiser, etc. Enfin, vous vous rendez compte ? La construction de ces stades s'est faite dans des conditions de travail relevant plus de l'esclavage que d'un salariat, avec, on ne sait pas le chiffre officiel, mais énormément de décès parmi les constructeurs de ces stades. Et puis moi, j'ai cette image qui me revient. Lorsqu'il y a la présentation des arbitres du mondial,
au prince du Qatar, et que parmi ces arbitres, il y a 3 femmes, et que le prince salue les arbitres, et quand les 3 femmes arbitres passent, il n'y a rien. La femme fait ça, puis elle s'en va, c'est fini, parce qu'on ne serre pas la main à la femme. Et donc on va tenir la Coupe du Monde de football dans un pays qui ne respecte pas les droits des femmes, où les femmes n'ont pas un accès libre à la pratique sportive. Et ça pose pas problème? Mais si, ça pose problème. De plus en plus, le sport sert au plan géopolitique. Moi, je suis le Qatar, j'achète le Paris Saint-Germain, j'organise la Coupe du Monde de foot. Mais ça y est, j'ai mon image au plan mondial. Voilà. J'ai mon image au plan mondial. Je deviens un État reconnu, respectable, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, toute une série d'États autoritaires se servent aujourd'hui du sport comme un instrument de vitrine. Voilà. Après, il y a les aspects de marchandisation, bien évidemment. Tout à l'heure, dans quelques minutes, je vais aller faire un débat sur le foot professionnel à l'Agora. Plus de la moitié des clubs français aujourd'hui de Ligue 1 de foot appartiennent à des groupes financiers étrangers. Pourquoi un groupe américain a acheté le Red Star à Saint-Ouen? Le Red Star ne va pas être demain en Ligue 1. Non, parce que les centres de formation françaises sont bien réputés, parce qu'ils pensent que ça va être une pépite, des pépites vont sortir de ces centres de formation, et ensuite on va revendre ces joueurs à des clubs qui peuvent payer des fortunes pour acheter des joueurs. Donc on a une marchandisation qui est en train de pénétrer, mais pas que le foot, hein. Il y a aussi d'autres sports qui sont touchés. Alors ça pose plusieurs problèmes. D'abord, comment on attribue les grands événements sportifs? Moi, je propose que les États se mettent d'accord pour qu'on crée ce qu'on a créé pour la lutte antidopage, l'Agence mondiale antidopage, composée du mouvement sportif et des États, et qu'on ait une agence comme ça, composée des États et du mouvement sportif, sur la base de critères et de valeurs qui attribuent les grands événements sportifs. Voilà. Et puis, je vous appelle à signer la pétition nationale que j'ai lancée. Je ne veux pas de délégation au JOP Paris 2024 de pays qui interdisent la pratique sportive aux femmes. Et je pense notamment à l'Afghanistan. Voilà. Est-ce que le Comité international olympique va accepter une délégation afghane dans les conditions actuelles des femmes afghanes au JOP 2024? Eh bien, moi, je dis non, sinon c'est la honte pour le mouvement sportif international. Marie-Charlotte, au sujet de cette Coupe du Monde au Qatar, il y a Vincent Lindon qui a dit que c'est un asile de fous d'organiser ça en pleine manifestation, concrétisation sous nos yeux des effets du réchauffement climatique. C'est dénoncé depuis des années, on est au courant, on a déjà vu la glace s'effondrer plusieurs fois. Là, par exemple, on a vu une sécheresse historique en France, on voit des montagnes qui s'effondrent parce que des glaces millénaires fondent. À quoi ça te fait penser? Du coup, quelle est ta réaction à ce moment-là, symboliquement, d'organiser la Coupe du Monde au Qatar d'un point de vue écologique? Et puis, tu peux réagir évidemment sur le reste si tu le souhaites. Je reprends le terme, c'est une hérésie en fait. Ça semble complètement improbable. Le Qatar, c'est par habitant, ils ont les habitants qui émettent le plus de CO2, tellement le mode de vie au Qatar, il est démesuré, quoi. Et finalement, on a le Qatar comme reflet de tout ce qui ne va pas dans notre société, de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Ce culte de la consommation, ce culte de la richesse, ce culte du luxe. En fait, c'est aussi une espèce de toute-puissance de l'homme, ce qu'ils essayent de nous montrer. C'est-à-dire que là, on est en plein désert, si on va claquer des doigts et on va construire une ville pour la Coupe du Monde. Il fait très très chaud, mais on va claquer des doigts et on va faire des stades climatisés, etc., etc. Et parce qu'en plus, comme tu le disais tout à l'heure, et en plus, on va faire sur le dos des droits humains, et le chiffre, c'est 6500 ouvriers qui sont morts depuis le début des chantiers pour la Coupe du Monde Qatari. Et moi, ce que ça m'inspire, c'est que
les responsables politiques, nous, on a une responsabilité d'être exemplaires. Donc, c'est-à-dire que quand on estime qu'il y a un événement, qu'il y a quelque chose qui est en contradiction avec nos valeurs, on le boycotte. Et la société, elle est aussi faite de symboles. Et la Coupe du Monde Qatari, c'est un symbole énorme, 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 on fonce droit dans le mur et en plus, on appuie sur la pédale d'accélérateur, quoi. Et moi, j'aimerais bien que, bon, il y a eu le buzz, le bad buzz sur le char à voile et sur le foot pro et sur les jets privés, etc., etc. Mais de manière générale, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, dans notre société, toutes les personnes qui ne sont pas forcément au pouvoir, mais en tout cas qui ont de l'influence, aient cette conscience du devoir moral d'exemplarité et de se dire que notre société, elle est faite de symboles et parfois, il faut avoir le courage de dire non, je n'y vais pas. Et oui, ça a un coût. Mais ça, le coût pour ces gens qui sont morts sur les chantiers, le coût pour toutes les personnes qui sont bafouées, pour les femmes qui ne sont pas traitées à égalité dans ces pays, c'est tout le temps, toute l'année. Renoncer à une Coupe du Monde de manière ponctuelle, c'est peut-être beaucoup dans la carrière d'un joueur. Mais en fait, si on crée un mouvement, comme ce que nous, on essaye de faire politiquement, nous, on crée des mouvements de résistance, et ben ça peut tout changer. Et quel message ça enverrait à toutes les jeunes générations qui regardent nos footballeurs et qui se disent « Oh, waouh, j'aimerais bien être comme eux un jour ». Bah oui, soit comme eux, soit footballeur professionnel. Mais soit un footballeur professionnel avec des valeurs humaines que tu incarnes et que tu respectes tout au long de ta carrière. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on arrive à passer ce palier-là. Et en fait, là, on est à un palier culturel, quelque part. Mais c'est en train d'arriver. Et c'est Cécile Duflot, justement, qui disait qu'il y a 10 ans, la séquence avec Mbappé, la salle de presse aurait ri. Et là, ça a fait rire personne. Donc ça nous donne des raisons d'être optimistes, mais ça nous donne aussi des raisons de continuer à relever nos manches et à les interpeller et à dire vous aussi ça vous concerne et c'est pas parce que vous avez des modes de vie extrêmement différents que vous devez faire sécession avec le reste de notre société et c'est tous ensemble qu'on doit montrer l'exemple. Merci. Alors il nous reste que quelques minutes parce que Marie-Georges a un débat à l'Agora donc dans quelques minutes. Mais je voulais quand même vous poser une dernière question sur le fait que, par exemple, Marie-Charlotte, ici, à la Fête de l'Humanité, c'est une rencontre, c'est un carrefour des gauches, et tu as été élue dans le cadre de la NUP, de l'accord politique et électoral de la NUP. Cette union a permis d'obtenir beaucoup plus de députés de gauche qu'il n'y en aurait eu si ces forces étaient parties divisées. Et pour autant, ça fait bien longtemps que la gauche échoue à conquérir le pouvoir. Pourtant, il y a urgence climatique, il y a urgence sociale. Qu'est-ce que tu penses de la NUP et de l'état de la gauche et comment tu penses qu'il faut s'y prendre pour gagner la bataille culturelle, ce qui permet de remporter les élections généralement derrière? Alors facile, ça en 3 minutes c'est... Non mais en tout cas vous redire qu'on est très très nombreux à avoir bien conscience qu'on est là grâce à la NUPES. Donc ça c'est une conscience qu'on a au quotidien et c'est une responsabilité de l'entretenir, de la construire, de la faire fonctionner malgré les médias qui essayent de semer la zizanie. Enfin, dès qu'on n'est pas mais là, ça s'est calmé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ça a repris ces derniers jours. Mais au début, dès qu'on n'était pas d'accord, c'était « Ouh là là, vent de panique, la NUPES va exploser ». Et là, on leur rappelle, en fait, les gars, on vous avait prévenu. On vous avait dit dans le programme, c'était très très clair. Il y a tout ça sur lequel on est d'accord. Et puis ça, on sait qu'on n'est pas d'accord. Et finalement, ce qu'on a fait à gauche, moi je dis, c'est qu'on a fait preuve de maturité. On s'est dit, ok, il y a urgence, donc on se rassemble sur l'essentiel, et c'est là-dessus qu'on avance et c'est là-dessus qu'on construit. Et c'est une très bonne nouvelle. Parce que quand on parle de bataille culturelle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès lors où on a fait l'union, d'un coup, sur les plateaux télé, on ne parlait plus du tout de la même chose. Pendant 1 an, 1 an et demi, 2 ans, on nous a bassinés sur la question sécuritaire, avec Zemmour, avec l'immigration, etc. Et là, juste avant les élections, on a eu toute une séquence, d'un coup, bam, on s'est mis à parler des préoccupations des Français, on s'est mis à parler de pouvoir d'achat, on s'est mis à parler de SMIC à 1 500 €. Ce qui montre que finalement, avec cette union, on a réussi à déplacer le curseur médiatique vers nos sujets, alors qu'on avait un peu l'impression d'être dans une spirale médiatique à la surenchère à droite. Et là, on a réussi ça. Donc notre responsabilité, c'est évidemment de la tenir. C'est pour ça qu'on a été élus. Enfin, je le redis, hein. Moi, j'ai une infinie conscience que je ne serais peut-être pas à ma place si on n'avait pas fait une union des gauches sur mon territoire. Et je mène mon mandat, comme j'ai mené ma campagne, en UPES. J'ai un suppléant communiste. J'ai, là, pour l'Agora, le PS a tracté. Les Insoumis ont aidé à animer. Enfin, on continue vraiment à avoir cette culture NUPES sur la circonscription parce que c'est comme ça qu'on a gagné et c'est comme ça qu'on fera vivre le débat localement.
de manière générale, on a besoin de porter notre courage politique en continuant d'être sur le terrain à fond, à fond, à fond. Peut-être que quelque part, oui, il faut qu'on arrête... Enfin, moi, les gens, quand je suis revenue sur les marchés pour tracter pour mon agora, ils m'ont dit « Ah, c'est bien de ne pas être là juste aux échéances électorales. » Bah oui, c'est bien de ne pas être là juste aux échéances électorales. Et en fait, c'est ce qu'on va faire tout le temps, parce qu'on va rétablir le dialogue et on va porter vos combats dans l'hémicycle, mais on va être là sur le terrain aussi et on va rien lâcher, parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un nouvel horizon, un nouvel espoir. Et on en parlait juste avant avec Marie-Georges, c'est tous ces gens qui se sont tournés vers le RN, il y en a plein qui n'ont pas des idées aussi sombres que le parti pour lequel ils votent. Mais c'est qu'il y a eu du désespoir, qu'il y a eu de la trahison, il y a un manque de confiance. Et c'est tout ça à quoi on doit travailler collectivement. C'est redire aux gens, on vous écoute, on est là, on travaille pour vous, et on vous propose un projet de société qui, oui, demande un changement radical, mais qui est enthousiasmant et désirable pour les générations à venir. Marie-Georges, on sait que tu es attendue à l'Agora, on te laisse le mot de la fin. Bah écoutez, peut-être d'abord une touche personnelle. Moi, quand j'ai adhéré à mon parti, c'est parce que je voulais changer le monde. Je voulais changer les choses. Alors, il faut qu'on garde cet objectif en tête. Et donc la question, c'est pas mon parti, mon parti, mon parti. C'est comment je fais en sorte de contribuer à ce que demain s'ouvre une perspective de changement dans ce pays. Comment je fais en sorte qu'on ait un projet, qu'on ait un rassemblement qui permette au peuple de prendre le pouvoir en France. Ça doit être ça mon but. Donc j'ai envie de dire à tous les grands responsables de toutes ces formations politiques qui composent la NUPS, le but, c'est le changement. Et pour le changement, il faut l'union sur un bon programme. Alors travaillez à ça au lieu de chercher la petite bête dans la tête de l'autre. Travaillez à ça, c'est ce qu'attend le peuple. Merci beaucoup, merci Marie-Georges, merci Marie-Charlotte, merci beaucoup pour cet échange. Merci d'avoir accepté l'invitation des Amis de l'Humanité.